vais céder la parole à la table ronde numéro 3, de chercheurs à entrepreneurs, mythes et réalités. Alors, on a eu quelques réalités, mais on attend les mythes aussi, ça va être intéressant. Manuel Davy, Maximilien Vermandel, dont il a été question à l'instant, Franck Duménil, Hélène Canard, Sébastien Paul. La scène est à vous, un micro chacun, le micro sur le menton, 30 minutes, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc Sébastien Paul, directeur de valorisation et de l'innovation de Centrale Lille. Je suis très heureux d'animer cette table ronde. Donc sur des expériences, on vient de voir quelques très très belles réalisations d'un chercheur qui est resté dans son laboratoire et qui a participé à la création de nombreuses startups. Et donc ce qu'on va illustrer ici dans cette table ronde et discuter, c'est l'exemple de chercheurs qui parfois ont franchi le pas, effectivement, et qui sont sortis du laboratoire pour s'investir dans la création d'entreprises, dans leur entreprise. Donc je crois qu'on a Manuel Davy qui est en ligne avec nous. Manuel, je te salue au passage. Et donc on va faire un petit tour de table pour présenter les intervenants de cette table ronde. On va faire peut-être dans l'ordre. Maximilien, si vous voulez. Oui, donc bonjour, Maximilien Vermandel, ancien MCUPH au CHU de Lille et chercheur INSERM et président et cofondateur de Emerion Therapeutics. Merci. Hélène. Oui, bonjour à tous. Hélène Canard, je suis membre du directoire de Finovam Gestion qui investit dans les premiers tours d'amorçage en fonds propres. Merci. Franck. Bonjour à toutes et à tous, je suis Franck Duménil et je suis le vice-président valorisation et liens sciences société de l'Université de Lille. Emmanuel, je pense qu'on a un retour son. Ah, on ne t'entend pas sur la scène, je ne sais pas si il y a un retour son. Voilà, ça devrait mieux marcher comme ça. Très mes excuses, j'avais coupé mon micro. Bonjour, Manuel Davy, donc je suis ancien chercheur au CNRS et aujourd'hui dirigeant et fondateur de la société Vecchia, qui fait de la supply chain. On aura l'occasion d'en reparler. Merci Emmanuel. Donc effectivement, ça a été dit un petit peu sur l'intervention précédente. Depuis 1999, il y a eu beaucoup de dispositifs qui ont été mis à disposition des chercheurs, enseignants-chercheurs et praticiens pour franchir le pas et devenir, donc à partir de la loi Allègre en 1999, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi les créations des SAT, il y a à peu près 10 ans, et puis la loi Pacte plus récemment. Pour s'investir dans la création d'entreprises. Donc je voudrais commencer cette table ronde en donnant la parole à Maximilien et à Manuel qui ont tous les deux franchi le pas. Donc vous étiez chercheur, vous êtes toujours chercheur, enseignant-chercheur, praticien en détachement ou sous un format qui vous permet de vous investir à 100% dans votre entreprise. Donc la première question, c'est quelle a été votre motivation pour franchir ce pas ? Alors, elle est multiple, la motivation. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un projet que nous avions développé au laboratoire, donc en commun. Voilà. Et il y avait cette idée de porter le projet jusqu'au bout. Donc on avait déjà franchi des étapes significatives en amenant la technologie aux patients. Et le projet est d'en faire bénéficier un maximum de patients et donc de passer le cap et développer ça sous la forme de start-up. Donc l'idée vraiment d'accélérer cette mise dans le standard de soins. Donc très vite s'est posé la question de ces startups avec une articulation, un porteur de projet, le chercheur en conseil scientifique. Et puis très vite, pour ma part, par rapport à ce que disait Régis juste avant, je me suis pas reconnu là-dedans. Je me suis dit non, moi j'ai envie de porter le projet jusqu'au bout. Il y a aussi un intérêt justement, c'est aussi notre vocation, et à l'amener jusqu'au bout et à développer cet aspect-là. Il y avait un côté entrepreneurial aussi, il ne faut pas se mentir, où c'est de la nouveauté, c'est assez excitant. Et puis parce qu'on peut le faire aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cette possibilité de le faire, cette capacité d'aller à plein temps dans la start-up, éventuellement revenir dans le circuit académique. Et je trouve que c'est très enrichissant parce qu'on va revenir avec une nouvelle expérience, renforcer, repartir. Enfin, il y a déjà des exemples comme ça. Et donc, c'est cette possibilité-là qui nous est offerte, qui était pertinente et qui a contribué à motiver cette nouvelle trajectoire, en fait. Ce qu'on disait effectivement en préparant un peu cette table ronde, c'est que la notion de risque est mesurée justement grâce aux dispositifs qui sont mis en place pour vous permettre de vous investir dans l'entreprise. Et qu'on le sait, dans les startups, parfois ça ne fonctionne pas toujours aussi bien, voilà, de pouvoir revenir. Voilà, il y a cette
cette possibilité à... Alors, je trouve que si on part avec le sentiment de dire il y a une sécurité pour revenir, c'est pas forcément la bonne démarche, mais c'est sécurisant dans la réflexion. Et donc ça permet de mieux mesurer les conséquences, parce que finalement, faut pas se mentir, le processus académique, il est terminé. C'est-à-dire que la progression, la visibilité dans le panorama des scientifiques de notre domaine, il s'arrête. Donc même s'il y a un retour, ça ne sera pas le même. Et donc ça, il faut en avoir conscience, donc il faut l'accepter, il faut se dire, voilà, c'est une nouvelle trajectoire, ce que expliquait très bien Régis Logier juste avant. C'est un autre métier, c'est vrai. Il va probablement, cette nouvelle direction va sûrement enrichir pour autre chose, mais plus la même carrière. Donc ça, c'est voilà. Trajectoire différente. Ouais. Manuel, tu veux compléter pour ton parcours par rapport à Vecchia? Oui, je rejoins largement ce qu'a dit Maximilien. Après, à titre personnel, étant issu des domaines du machine learning et de l'intelligence artificielle, il y a une composante qui me manquait beaucoup dans le laboratoire, c'était l'usage, c'était la mise en application dans la vie réelle des algorithmes et de leurs implications dans les processus d'entreprise. Et la seule façon finalement de pouvoir aller jusqu'au bout de cette démarche-là, c'est de créer une entreprise et de le faire en vrai. Et ça a été principalement mon moteur, c'est-à-dire vraiment cette envie d'aller au bout de la démarche. Après, comme ça a été précisé, le saut, il est facilité, je dirais, par les statuts et notamment la loi de 99. Et puis, moi, j'ai pas eu le sentiment de quitter tellement mon métier, puisque dans les principales missions du CNRS, il y a le développement des connaissances, il y a la diffusion des connaissances, mais aussi leur valorisation. Donc, à ce titre-là, j'ai eu le sentiment que je continuais ma carrière relativement droite et que finalement, c'était le domaine de la recherche qui prenait un virage pas tellement moins. Alors ça m'amène sur la question suivante que je voulais vous poser, c'est comment votre métier a changé finalement? Est-ce que c'est un changement drastique ou est-ce que finalement votre expérience de chercheur vous sert au quotidien? Vous êtes toujours très impliqué sur la R&D, j'imagine, au sein de vos entreprises, ou dans, en tout cas, les relations que vous pouvez avoir avec les chercheurs avec qui vous travaillez. Qu'est-ce qui a changé fortement au moment où vous avez franchi ce pas? Il y a des nouvelles composantes, je dirais, professionnelles dans le métier de dirigeant d'entreprise qui n'existent pas dans le métier de chercheur. Donc c'est l'ajout de ces composantes autour de la gestion des ressources humaines, autour de l'activité commerciale, autour du management des équipes, autour du fait de trouver du financement et de gérer la partie budgétaire, qui sont des vrais nouveaux métiers. La partie de chercheur devient très petite, voire inexistante. Mais à partir du moment où on est à l'aise avec le choix, je dirais qu'il n'y a pas de problème. Oui, voilà, c'est à peu près sur ce terrain que je voulais aller. C'est-à-dire que oui, il y a des différences majeures, évidemment, mais il y a aussi, pour reprendre ce qui était dit juste avant, c'est-à-dire qu'il y a une continuité finalement dans l'enjeu de valorisation. Et donc c'est vraiment une poursuite un peu de notre métier finalement. Après, c'est vrai que nos capacités d'analyse, etc., elles vont être assez aidantes dans le développement, dans la structuration, à condition d'avoir aussi des expertises métiers qui nous accompagnent bien, quoi, sur le volet business et recherche de financement notamment, quoi. Voilà, c'était aussi un point sur lequel je voulais venir. C'est est-ce que vous avez été accompagné dans les premiers mois sur justement ces volets où on a un peu moins d'expertise? On parlait du volet commercial, gestion ressources humaines, etc. Ça, vous avez été accompagné sur ces aspects-là? Ou oui, comment vous êtes formé? Alors les deux. Il y a un écosystème qui est favorable entre les différentes structures, Aura Santé, les services de valorisation, beaucoup d'interactions avec la SATNOR également sur justement la transmission de cette propriété intellectuelle, ce qui était un peu schizophrène, parce que la propriété était issue du laboratoire, et donc nous étions les valorisateurs de cette propriété intellectuelle. Donc c'était assez épique au niveau de ces discussions. Il faut savoir quelle casquette on porte voilà, pendant la discussion. Exactement. Et donc voilà, donc oui, il y a ces aspects-là. Après, je pense qu'il faut être humble, connaître ses limites, et savoir s'entourer. Donc très vite, on avait pris dans le parti de se faire accompagner sur le volet finance par un directeur financier, et pour nous guider un peu dans le montage d'un business plan, tous les aspects, levée de fonds, comment ça se dimensionne. C'est des sujets qui sont... On sait monter les projets, le budgétiser, avoir un prévisionnel, c'est pas forcément notre cœur de métier. Donc ça, pour le coup, il a fallu apprendre, mais
surtout être accompagné pour rester efficace sur le domaine dans lequel on est bon en fait. Et j'imagine aussi, Manuel, tu peux peut-être rebondir là-dessus, dans la constitution de l'équipe qui va créer la société, diversifier les talents. Absolument. Une des capacités, je dirais, principales d'un dirigeant d'entreprise, c'est de connaître ce qu'il ne sait pas bien faire et trouver les personnes qui vont être bien placées pour le faire avec lui au sein de l'entreprise. Et évidemment, étant issu de la recherche, il y a plein de domaines sur lesquels on n'est pas formé, on n'a pas d'expertise. Et donc, j'en ai cité tout à l'heure plusieurs, hein, la partie commerciale, la partie marketing. Il faut savoir s'accompagner et trouver les bons talents pour ça. Maximilien a très bien résumé d'ailleurs le rôle. Écoutez, je remercie pour ces témoignages. En fait, hein, je pense que c'est très inspirant pour les chercheurs, enseignants-chercheurs qui hésitent à franchir le pas. Je vais me tourner maintenant vers Franck Duménil, donc, qui est vice-président en charge de la valorisation à l'Université de Lille. Mais avant ça, qui était directeur d'un laboratoire que je connais un peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Et donc, une des questions que je voulais te poser, je ne vais pas faire semblant de te vous voyez. Non. C'est en tant que directeur de laboratoire, est-ce qu'il est important d'avoir des activités de recherche qui se voient transférées finalement et qui soient l'objet de création de start-up? Alors, en tant que directeur de laboratoire, on ne peut que se satisfaire du fait que certaines des découvertes qui sont faites au sein du laboratoire trouvent une réalité dans une start-up et puissent se développer, parce que ça a de multiples avantages. Déjà, pour le rayonnement du laboratoire en tant que tel, démontrer que nos recherches ont une finalité qui parle à la société, c'est un point extrêmement important. Mais ces recherches ne parlent pas qu'à la société, elles parlent aussi aux industriels, puisqu'on arrive parfois plus vite dans le viseur des industriels en ayant fait une start-up, ce qui démontre notre capacité donc à faire de l'innovation, mais ça je pense qu'au niveau d'un laboratoire de recherche académique, c'est plus à démontrer, mais non seulement à faire de l'innovation, mais à faire de l'innovation qui, à partir de tout ce que l'on peut produire comme invention en fait, hein. Donc c'est le continuum innovation-invention, ou plutôt dans l'autre sens, et ça attire non seulement de nouveaux industriels, ça fait un focus sur le laboratoire qui regarde nos activités et qui, c'est arrivé, nous propose d'autres contrats de recherche, pas forcément exactement, et d'ailleurs c'est souvent autre chose, sur le thème de la start-up, mais sur des thèmes connexes, sur des technologies connexes, sur la mobilisation de techniques d'analyse, par exemple, connexes. Et puis aussi, ça a une autre vertu, hein, puisque je trouve que c'est très vertueux déjà d'avoir une start-up, c'est que ça montre un exemple aux autres membres du laboratoire, qui eux aussi se posent la question, mais pourquoi pas moi? Et en l'occurrence, quand nous avons créé notre première start-up, à sa suite, il y en a eu trois autres qui sont issus de travaux du laboratoire ou pour lesquels le laboratoire est impliqué dans les travaux de recherche. Ensuite, et c'est pas un argument des moindres, même s'il est lié aux autres, c'est que c'est de plus en plus reconnu par les pairs, et donc lors de l'évaluation d'un laboratoire, nos entités évaluatrices se penchent sur cette question de la transformation de l'invention en innovation en start-up, et c'est reconnu comme quelque chose de très positif pour un laboratoire, et avec tous les avantages que je viens de mentionner, donc l'attractivité, hein, par rapport aux industriels et le rayonnement. Et par rapport au pair justement, ou à la communauté scientifique, le fait de créer une start-up aujourd'hui, est-ce que c'est mieux perçu? On en a parlé un petit peu ce matin, on a entendu quelques témoignages avec quelques difficultés parfois pour les pionniers. Oui. Est-ce que les choses ont évolué depuis justement cette loi de l'innovation? Les 20 dernières années, il y a eu beaucoup d'évolutions. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui peut ne pas forcément parler à tous les publics, hein. Je commence par une petite digression avant de répondre directement à la question. Si on va avoir un citoyen et qu'on lui demande est-ce que vous pensez que c'est bien qu'il y ait une start-up qui soit créée à partir des travaux d'un laboratoire, je doute fort qu'on nous dise non. Par contre, au sein de la communauté même, ça a longtemps été quelque chose d'un petit peu complexe. Souvent de manière idéologique, mais sans considérer tous les tenants et aboutissants, puisque la création de start-up a quand même des implications dans l'économie, notamment locale, avec la création d'emplois, etc. Donc elle a aussi une fonction sociétale. Donc il y a eu beaucoup, effectivement, il y a
plus de 10 ans une partie de la communauté qui était très réticente à la création de start-up et qui non seulement était réticente, mais en plus voyait d'un mauvais œil que quelqu'un d'autre en crée à côté. Les mentalités ont quand même beaucoup changé, notamment de la part de la communication qui est faite autour des startups, de l'écosystème. On est en plein milieu de l'écosystème aujourd'hui qui se dessine autour des exemples que l'on peut voir assez proches de nous. Donc c'est de moins en moins mal vu, oserais-je dire, mais c'est surtout aussi de plus en plus mieux considéré par les pairs qui trouvent ça comme une réalisation assez fascinante et intéressante, en plus des réalisations de recherche fondamentale qui sont aussi un moteur de notre communauté. Et pour vous, messieurs, qui avez franchi le pas par rapport à votre communauté scientifique, vous avez senti aussi cette acceptabilité, j'allais dire ? Bah oui, je pense que c'est ancré. La preuve, c'est que l'idée nous est venue, donc c'est des choses qui circulent. C'est pas toujours forcément bien perçu, mais globalement, je rejoins. Il y a une progression. Après, il y a peut-être une image aussi qui est un peu faussée. Le fait de monter une start-up, on parle beaucoup de levée de fonds. On n'est pas riche pour autant et pas en mesure de créer des partenariats. Voilà, sur la base de financement trop important. Mais au-delà de ça, non, je pense qu'il y a une acceptation et on voit le rationnel de valoriser finalement ce qui est fait, quoi. Manuel, tu veux rebondir ? Avec plaisir. Il y a juste une tondeuse à côté de ma fenêtre. J'espère que ça ne vous pollue pas trop au niveau du son. Ça ne devrait pas durer. Non, je dirais pas que c'est à l'image de ce que me renvoyait la communauté scientifique quand j'ai créé ma société, puisque ça a été plutôt accompagné par les directions de laboratoire. Mais c'est vrai que du jour au lendemain, on se trouve un peu à l'extérieur des boucles de discussion des chercheurs. Mais je dirais que ça fait partie aussi de l'aventure. On se crée des nouvelles boucles de discussion. Il faut être prêt à ça. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu à mon époque et je l'ai plutôt bien vécu puisqu'il y avait un projet très moteur qui me portait. Merci. Je reviens vers Franck. Donc, en termes de possibilités pour les enseignants-chercheurs, les chercheurs de s'impliquer, il y a aussi le conseil scientifique qui est un petit peu une étape intermédiaire entre le 100% dans l'entreprise ou le statut de chercheur, enseignant-chercheur pur. Comment est-ce qu'on arrive à combiner finalement les deux aspects ? En effet, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Bon, la première chose qui est tout à fait triviale, c'est que si on reste dans le laboratoire et qu'on fait du conseil scientifique dans une start-up, il faut bien comprendre qu'il n'y a que 24 heures dans une journée et que donc la question du temps est une question très importante. Mais cette question du temps, entre autres questions, est traitée dans un dispositif qui passe par une commission de déontologie, puisqu'il y a un aspect déontologique également, puisqu'il faut bien s'imaginer qu'on est non seulement dans le laboratoire, mais qu'on participe en plus à une start-up qui est donc du droit privé à l'extérieur du laboratoire. Donc on passe par un comité déontologique pour lequel il faut faire un dossier assez conséquent, mais c'est justifié par l'enjeu. Donc déjà, on déclare son temps avec une limite qui maintenant est à 50% du temps qu'on peut consacrer à une start-up. Alors avant le changement de loi, c'était 20%, ce qui était peut-être un peu faible parfois dans certains cas. Maintenant, c'est 50%. Mais encore et surtout, entre autres documents, on doit être en capacité de démontrer qu'on va valoriser une invention du laboratoire à laquelle on participe, parce que sinon c'est la porte ouverte à tout conseil scientifique n'importe où pour n'importe quoi. Donc on est sur un brevet, typiquement on est sur un brevet, c'est facile de démontrer qu'il y a ce brevet-là. On doit aussi produire la preuve qu'une licence a été accordée à la start-up ou est en passe d'être accordée. Et cette commission de déontologie aussi vérifie quelque chose qui est extrêmement important, c'est d'éviter les conflits d'intérêts, c'est-à-dire que quand on est en conseil scientifique dans une start-up, il est absolument hors de question de négocier ensuite tout contrat entre le laboratoire, en tout cas d'être à l'origine ou à la signature ou pendant la négociation de tout contrat entre le laboratoire et la start-up, puisqu'il y a vraiment un conflit d'intérêts évident. Donc je dirais que il y a deux points de vue. Il y a la question du temps. Bon. Donc il faut être capable de donner le temps suffisant à la start-up tout en poursuivant ses activités au laboratoire, mais aussi ses activités d'enseignant quand on a aussi des
des activités de formation. Et ensuite, il y a le filet un petit peu juridico-légal pour s'assurer qu'on est dans les clous, notamment du point de vue de la déontologie. Donc des dispositifs facilitateurs, mais cadrés tout de même pour pouvoir exercer cette possibilité-là. J'ai une dernière question que j'adresse cette fois-ci au vice-président de l'université en charge de la valorisation. Voilà, donc change de casquette. C'est un petit peu la même que tout à l'heure par rapport au laboratoire, mais sous un autre angle. En fait, du point de vue de l'université, le fait que des chercheurs s'investissent dans des projets de création de start-up et parfois quittent leur fonction ou sont en détachement de leur fonction, finalement c'est un petit peu moins de ressources vives, j'allais dire, pour les missions de recherche et d'enseignement. Est-ce que ça peut être perçu comme un manque à gagner ou pas? La question est un peu provocatrice. Mais... Oui, alors je dirais que non, déjà pour toutes les raisons de rayonnement que j'ai évoquées au niveau d'un laboratoire, qui s'applique également au niveau de l'université. Ensuite, aussi au niveau sociétal, par exemple, alors quel chercheur, quelle chercheuse n'a jamais été confronté dans son cercle personnel à la question qu'est-ce que tu fais? Je suis chercheur, chercheuse, et tu cherches quoi? Blablabla. Est-ce que tu trouves? Bon, c'est un peu Coluche. Et quand on explique ce qu'on a trouvé, je comprends rien à ce que tu dis. Par contre, c'est vrai qu'une start-up, c'est vraiment une concrétisation très acceptable par la société de l'effet d'une université dans son territoire. Et en plus, au niveau sociétal, cette start-up, elle crée, comme ça a été déjà dit aujourd'hui, donc des emplois directs, des emplois indirects. Donc ça a vraiment beaucoup de vertus. Et c'est aussi une des missions de l'université que d'avoir un rayonnement, notamment sur son territoire, et de contribuer à son économie, son rayonnement, etc. Et ensuite, effectivement, alors heureusement ou malheureusement pour l'université, quand on compare le nombre de chercheurs et le nombre de créations de start-up avec des chercheurs qui s'impliquent soit complètement, soit conseil scientifique, on est loin d'un pourcentage qui serait nuisible à l'activité de l'université. Donc je dirais que entre guillemets la perte, même si je vois pas ça comme une perte sur le bénéfice, est très en faveur du bénéfice que l'université a en tiré. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Hélène Canard de Finovam. Donc, au niveau de Finovam, vous accompagnez énormément de projets. Il y a beaucoup de jeunes chercheurs ou enseignants-chercheurs qui se tournent vers vous pour avoir de l'accompagnement et aussi du financement parfois. Je voulais savoir quels sont les besoins principaux de ces jeunes entrepreneurs qui se tournent vers vous. Alors, on a vu dans les différents témoignages qu'en effet, faire le pas, donc soit vraiment créer sa start-up, sortir du labo ou être conseil scientifique, nécessite en effet de changer quand même de paradigme. Et je dirais que notamment que le temps s'accélère. On est sur de la création de valeur, on est sur de l'utilisation de moyens financiers. Donc les fonds que nous représentons sont là justement pour donner les premiers moyens financiers pour passer les premières étapes. Mais donc cet accompagnement, c'est plutôt, je dirais, de l'interaction, du partage de décisions collectives. C'est de savoir s'entourer des bonnes personnes, c'est ouvrir nos réseaux. C'est aussi, donc nous on existe depuis une vingtaine d'années, on a une cinquantaine aussi de sociétés actuellement en portefeuille. C'est de pouvoir capitaliser sur les expériences vécues ou les problématiques auxquelles a été confrontée telle ou telle, ou même positivement pour pouvoir en faire bénéficier les autres. Je dirais, voilà, c'est tout cet écosystème qui existe. Je crois que la valeur d'exemple parmi les témoignages et l'historique que Franck nous retraçait, les mentalités ont beaucoup bougé. Il y a beaucoup plus de moyens. Nous, au niveau de nos propres moyens, on a été multiplié par 9 en 20 ans. Les mentalités ont évolué. Les exemples peuvent témoigner aussi que c'est possible, que ça marche. Et qu'en plus, ça peut, comme disait Régis, ça peut recommencer. Et donc aujourd'hui, je dirais c'est très dérisqué. C'est-à-dire on part d'une propriété intellectuelle, les négociations de licence avec la création des SAT, c'est fortement accéléré, les processus de déontologie sont fluides. Donc je dirais tout ça a bien progressé. Il y a une capacité financière que nous représentons qui existe et qui est là pour pouvoir rapidement aussi mettre en place les process.
Et c'est nécessaire parce que la création de valeur à partir de ces technologies, à la fois nécessite des moyens, mais en même temps, la question du temps, et je crois que c'est ça aussi le grand changement entre être chercheur et devenir entrepreneur, c'est de savoir prendre des décisions, s'entourer des bonnes compétences, comme l'a expliqué Maximilien ou Manuel, c'est manager une équipe, beaucoup de RH, forcément, être entrepreneur, c'est voilà, compétences, valeurs, délivrer. Et nous, on est là pour accompagner tout ça, partager les décisions, ouvrir nos réseaux et apporter surtout le financement et anticiper les besoins de financement ultérieurs pour construire ces étapes. Il y a des étapes dans l'entreprise et pouvoir les construire avec les dirigeants, quoi. J'insiste à nouveau sur ce point parce que quand on en a discuté un peu pour préparer la table ronde et pour les plus jeunes d'entre nous là, qui sont dans la salle et qui ont des velléités de créer des entreprises, vous m'aviez dit que dans les critères d'évaluation des dossiers, finalement, au-delà de la solidité bien sûr du projet, mais l'équipe était aussi très importante. Je dirais même qu'elle est plus importante parce qu'en général, on nous propose des technologies, je dirais, qui sont très valides, quoi qu'elles en soient. Après, il faut qu'elles trouvent leur marché. Et pour les amener vers le marché, eh bien, il va falloir qu'on ait une équipe à la fois complémentaire et agile. Et l'agilité d'une équipe, parce que parfois le marché sur lequel va pénétrer la technologie n'est pas le premier marché auquel on avait pensé même nous en investissant. Et donc cette agilité, cette construction d'opportunités, de partenariats, voilà, est très importante. Donc j'allais presque dire que l'équipe, même si elle se construit au fur et à mesure également, mais quand même l'équipe fondatrice est fondamentale. Et on a rarement d'ailleurs une personne seule qui crée. Et c'est dans cette complémentarité et des compétences et puis je dirais de bonne entente. Ça aussi, c'est donc on joue beaucoup. On est très vigilant sur d'être fédérateur sur les équipes. C'est fondamental dans l'animation que vous devez vivre dans vos entreprises, quoi. Oui, on l'a dit aussi souvent, on l'a entendu ce matin, c'est toujours une aventure humaine et donc le côté relationnel est évidemment très important au sein des équipes. Dans les équipes qui se constituent, que vous voyez, on a tendance à penser que le chercheur va prendre forcément le rôle de CTO dans l'entreprise. Et là, on a deux exemples où c'est plutôt CEO. Comment c'est distribué sur l'ensemble des projets que vous voyez? Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Est-ce que c'est plutôt CTO? Comment ça... Alors, on a deux cas de figure, comme Franck l'a dit, par rapport aux technologies déjà. Ça nous paraît important de rester en lien aussi avec le laboratoire, de continuer à générer de la propriété intellectuelle, même pour la start-up. Donc, en fait, on a des conseils scientifiques, on a des gens qui se voient CTO parce qu'ils ont vraiment la compétence technique, mais qui ne sentent pas prendre la dimension d'entrepreneur, de dirigeant. Et on a de plus en plus de jeunes docteurs qui font leur thèse, qui voient que il y a un marché derrière leur technologie et qui du coup eux-mêmes ont l'envie d'être entrepreneurs et qui passent le pas. Donc c'est assez partagé. Et donc sur une velléité dans la salle d'un jeune chercheur de créer une entreprise, il vient vous voir, quel est le premier conseil que vous lui donnez ou quelle est la première question que vous lui posez? Alors c'est vrai qu'on se voit en général assez en amont parce que l'écosystème fonctionne bien. On est impliqué aussi au niveau des SAD, donc on est déjà assez en amont dans les projets, donc on est capable d'accompagner dans le temps, même parfois 2 ans avant que la réalité de l'investissement soit là, donc d'être en lien et de pouvoir participer à la constitution des équipes, ouvrir nos réseaux aussi pour compléter les équipes, regarder déjà en amont les marchés, les capacités, comment aller vers les marchés, voilà. Participer à la négociation des licences, enfin tout ça, c'est un processus en fait qui est assez en amont de la création. On voit à travers les différents témoignages que l'écosystème est extrêmement riche, mais aussi extrêmement lié. Donc le fait qu'il y ait de la détection très tôt, qu'on sache que les projets sont en train de se monter, etc., permet d'anticiper. C'est ce que vous illustrez ici. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que on peut contribuer même si on n'est pas au stade de l'investissement. Et notamment dans l'amorçage, pour pouvoir, je dirais, c'est toujours la valeur temps, elle est importante, et y compris en incubation. Donc on travaille très en lien avec les incubateurs pour amener au mieux vers l'investissement.
que nous allons aider à structurer à la fois par nos interventions propres, mais par une structuration aussi du besoin global de l'entreprise, donc avec BPI qui intervient en complément à côté des fonds propres, mais aussi par d'autres acteurs du fonds propre. On va structurer réellement avec le dirigeant le besoin de financement. Donc tout ce processus en fait est accompagné. On voit qu'il y a énormément de dispositifs, il y a énormément de possibilités qui sont données. Donc on ne peut qu'encourager les chercheurs, enseignants-chercheurs qui ont envie de franchir le pas à se rapprocher de vous et de tous les acteurs de l'écosystème pour le faire. Et une journée comme aujourd'hui permet évidemment de rencontrer un petit peu tout le monde. On m'avait demandé de garder 5 minutes à la fin de cette table ronde pour prendre des questions, soit dans la salle, soit en ligne. Je ne sais pas s'il y en a, mais c'est l'occasion. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Levez la main si vous avez des questions pour les différents intervenants de cette table ronde. Je n'en vois pas dans la salle. Je ne sais pas s'il y en a en ligne. Je ne crois pas non plus. Donc, auquel cas, je remercie à nouveau tous les participants de cette table ronde pour les témoignages et les informations qui ont été transmises. Et merci à tous pour votre attention. Je vais rendre la parole à l'activité suivante. Merci.